Donc je suis ravi de vous retrouver ce soir une nouvelle fois pour cette donc, 4e conférence consacrée à la question de l'image qui, je l'ai indiqué dès la première conférence, est une question centrale dans un monde obsédé précisément par les images qui sont présentes puisque les écrans sont dorénavant partout dans nos vies. On est environné d'écrans, nos existences sont habitées par les écrans et donc par les images qui sont dehors mais qui sont aussi dedans. On a des représentations qui sont présentes en permanence, au point d'ailleurs qu'on se demande si l'image, de plus en plus, n'anticipe pas sur la réalité. Vous voyez, je disais ça à la dernière conférence, il y a des choses que l'on voit, mais qu'on ne peut plus voir comme on les aurait vues si on n'avait pas été confronté à des images. On ne peut plus voir la Statue de la Liberté comme le voyait un migrant de 1911, c'est plus possible, puisque depuis 1911, il y a eu le beau film de Charlie Chaplin, puis ensuite 1000 représentations, de sorte que les images habitent nos âmes et se substituent à la réalité. Alors, ce soir, notre objet, c'est le sophiste. La sophistique, en fait. Une manière de penser, une manière de percevoir le monde, de dire les choses, une certaine conception de la parole. Mais je ne vais pas ici simplement énoncer une espèce de théorie en vous disant le sophistique dit ça, pense ça, et voilà ce que c'est historiquement. Donc je ne vais pas enraciner ma réflexion dans un phénomène passé ou présent. Plutôt, la figure du sophiste m'intéresse ici parce qu'elle nous permet de mettre en question la question de l'image, la nature de l'image, et elle nous permet, cette figure du sophiste, vraiment d'envisager ce grand problème qui est celui d'un discours capable ou pas de dire le réel. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que dire la réalité? Et la sophistique, justement, prétend dire une vérité, mais il faut qu'on regarde ça de plus près. Donc, ce qui m'intéresse dans la figure du sophiste, c'est pas quelque chose d'historique. Ce qui m'intéresse, c'est un rapport à soi-même et un rapport à l'être qui est là. Et la sophistique n'est pas morte, même si elle est enracinée historiquement. Mais elle possède une consistance qui mérite qu'on s'y attache. Alors, pour mettre au jour cette figure du sophiste, pour qu'on voit bien en quoi elle consiste, je vais m'appuyer sur un grand texte qui... c'est une thèse, hein, on va la discuter, on va regarder ça de plus près, mais un grand texte qui met en scène le sophiste de manière tout à fait singulière. Alors ce texte, c'est un texte fort célèbre, hein, écrit par Platon, c'est au début du livre 7 de la République, ce texte, c'est l'allégorie de la caverne. Alors il faut qu'on la regarde de très près, parce que dans l'allégorie de la caverne, il y a une figure qui apparaît, qui mérite réflexion, dans la mesure où, et c'est l'hypothèse que je vais vous soumettre, le texte que je vais évoquer là est très très difficile, hein, il y a de très nombreuses interprétations, réflexions sur les métaphores qu'il contient, mais moi je vais vous proposer une lecture du texte qui, me semble-t-il, met très précisément au jour la nature de la pensée sophistique. C'est-à-dire que quand on a compris ça, on a compris ce que c'est que la sophistique, et on a compris pourquoi j'ai commencé en disant c'est pas une question simplement historique, c'est bien une question qui touche à un mode de pensée qui pourrait être notre mode de pensée aujourd'hui et qui parfois l'est. La sophistique n'est pas morte, loin de là, et c'est une manière de percevoir le discours, l'être, le monde, la relation aux autres, etc. Donc le texte auquel je pense là, je vais vous en lire un passage, c'est l'allégorie de la caverne. Alors l'allégorie de la caverne, comme son nom l'indique, c'est une allégorie. Alors c'est une allégorie, hein. C'est pas à proprement parler un mythe. Un mythe, c'est un récit qui porte sur un temps d'avant le temps et qui permet d'expliquer le présent. Ça, c'est un mythe. Par exemple, le mythe de la Genèse nous parle d'un temps d'avant le temps où les hommes vivaient en relation avec Dieu, et c'est ce qui s'est passé dans ce temps d'avant le temps qui explique ce que nous vivons aujourd'hui. La faute originelle, puis la chute, puis la contrainte du travail, etc. Donc le mythe, vous voyez, prétend dire une vérité éclairant la réalité, mais une vérité en portant sur un passé d'avant l'histoire. C'est pas préhistorique, c'est anhistorique, c'est un temps d'avant le temps de l'histoire. Et c'est ce temps d'avant, le temps très très lointain, qui expliquerait ce que l'on vit aujourd'hui. Alors une allégorie, c'est pas ça. Une allégorie, c'est un récit symbolique, c'est un récit qui est porteur de symboles. Et un symbole, c'est une image qui dit quelque chose, mais en montrant autre chose. C'est ça un symbole. Un symbole, par exemple, si je prends l'image de la colombe, la colombe, c'est une image, je montre un oiseau, une colombe. Mais la colombe est le symbole de la paix. Donc en montrant cet oiseau, donc en montrant quelque chose, je dis autre chose,
qui est la paix. Ce qui veut dire qu'un symbole, pour être saisi, requiert une interprétation. Pour comprendre le symbole, il faut dégager le sens dont il est porteur. Donc le symbole montre, mais le sens, lui, il faut le dégager à partir de ce qu'on a vu. Alors, entre l'image telle qu'elle est montrée par le symbole et le sens dont le symbole est porteur, il y a malgré tout un rapport qui est un rapport de similitude. Par exemple, si la colombe est le symbole de la paix, c'est quand même pas tout à fait par hasard. C'est pas la vipère qui a été retenue comme étant le symbole de la paix. Vous voyez, c'est quelque chose dont, parce que l'animal lui-même, dans son comportement animal, est plutôt pacifique. Donc la colombe, ici, c'est une image une représentation d'un oiseau plutôt pacifique, et donc ça symbolise la paix. Et donc il y a dans les symboles quelque chose qui mérite interprétation, mais une interprétation qui part pas à travers champ. Le symbole indique une piste. Quand je m'arrête sur un symbole et que je le regarde de très près, j'ai une indication de la voie à suivre pour dégager son sens. Vous voyez, le lion est le symbole de la force. Bon, parce que le lion, même si je ne le sais pas, si on m'a jamais dit ça, je regarde un lion, si c'est une image et que c'est censé être une métaphore ou un symbole, je vais trouver quand même que le lion étant costaud, il y a des chances qu'il soit plutôt le symbole de la force que de la fragilité, de la faiblesse ou je ne sais quoi. Donc l'allégorie de la caverne, c'est une allégorie, c'est-à-dire un récit qui est composé de symboles qui doivent être interprétés si on veut dégager le sens de ce récit. Et alors je vais vous en lire un passage parce qu'il y a un symbole, on va s'arrêter sur un symbole. Et on verra que ce symbole va nous permettre de mettre au jour la nature de la sophistique. Et donc la nature de ce mode de pensée qui est vraiment très très éclairant au regard des problématiques qui sont encore les nôtres aujourd'hui. Alors je vous lis un passage de l'allégorie de la caverne, très court. C'est le début de l'allégorie de la caverne. Donc Platon écrit ceci. « Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière. Ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête. La lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur, au loin derrière eux. Entre le feu et les prisonniers passe une route élevée. Imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux, et au-dessus desquels ils font voir leurs merveilles. » Ah, je vous le relis une fois. Le texte est... vous voyez, la langue philosophique n'est pas forcément une langue qui jargonne, hein, c'est simple, ça raconte une histoire. Simplement, évidemment, parce que c'est une allégorie. Mais cette allégorie, elle est livre 7 de la République, hein, donc elle est au cœur d'un texte très dense qui porte sur la question de la science, qui porte sur la question de l'éducation et aussi de la politique, mais comme le remarque très bien Rousseau, il s'agit essentiellement d'un traité de pédagogie en réalité. Hein. C'est une réflexion très profonde sur la nature de l'âme humaine et sur ce que c'est qu'une culture authentique de l'âme humaine. Et Platon s'arrête au milieu du bouquin sur cette métaphore. Et puis il va la déplier, et puis voilà. Alors je vous relis le passage, c'est le début, l'allégorie de la caverne. « Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière. » Vous voyez la caverne ? Il y a une entrée ouverte à la lumière extérieure, la lumière du soleil. Ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux la chaîne les empêchant de tourner la tête. Donc on a des prisonniers qui sont au fond de la caverne, tenus par des chaînes, et ils ne voient que la paroi de la caverne au fond de cette caverne. Donc ils ne peuvent pas tourner leur regard vers le haut. Donc il y a de la lumière qui arrive par le haut, mais elle arrive par le haut, par derrière. Eux, ce qu'ils voient, c'est le fond de la caverne. Enfin, je dis la lumière qui vient de l'extérieur. Alors, pas tout à fait ce que dit le texte. La lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur au loin derrière eux. Donc, ce qui éclaire le fond de la caverne, ce n'est pas le soleil. C'est un feu allumé sur une hauteur. Un feu, c'est-à-dire un artefact, quelque chose qui a été fabriqué par des êtres humains. La lumière du soleil, elle, c'est la lumière naturelle. Donc, au fond de la caverne, il n'y a pas de lumière qui soit d'origine naturelle. C'est une lumière fabriquée par des êtres humains. Alors, la lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur, au loin derrière eux. Entre le feu et les prisonniers passe une route élevée. Imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux et au-dessus desquels ils font voir leurs merveilles. Donc, nos prisonniers ne voient que le fond de la caverne, avec des ombres dansantes, en fait, puisque un feu est allumé derrière eux sur une hauteur, et ce feu projette une lumière au fond de la caverne, mais il y a un petit muret. Et on nous dit que des montreurs de marionnettes, là,
passe entre le feu et le muret et projette des ombres au fond de la caverne. Hein, un peu plus loin, Platon écrit ça, « Figure-toi maintenant, le long de ce petit mur, des hommes portant des objets de toutes sortes qui dépassent le mur, et des statuettes d'hommes et d'animaux, en pierre, en bois et en toute espèce de matière. Naturellement, parmi ces porteurs, les uns parlent et les autres se taisent. » Donc, derrière eux, des personnages passent entre le feu et le muret et projettent au fond de la caverne des ombres dansantes. Alors certains parlent et d'autres sont muets. Donc ils voient des ombres dansantes et ils entendent l'écho de la voix de ceux qui sont en haut. Donc c'est visuel et c'est auditif. Alors, ce que Platon nous décrit, c'est des prisonniers enchaînés dans une cavité obscure dans laquelle la lumière du soleil ne pénètre pas, cavité qui n'est éclairée que par un feu, qui est une réalité artificielle fabriquée par l'homme, mais un feu qui projette des ombres sur la paroi, des ombres qui viennent du fait que des personnes passent entre le muret et puis le feu, et puis en passant, en portant des objets, vous voyez, donc nos prisonniers sont devant un théâtre d'ombres. Alors ces prisonniers, c'est qui? La thèse de Platon, ça c'est évident, ces prisonniers, c'est nous. C'est nous, ces prisonniers. Hein, ils nous ressemblent. Voilà, ils nous ressemblent. Et ils nous ressemblent pourquoi? Parce que nous sommes enchaînés d'une certaine manière. Bon, alors nous sommes enchaînés à la réalité de nos corps. Notre corps, dira bien plus tard Merleau-Ponty, c'est notre ancrage dans le monde. C'est ce qui fait que nous sommes arrimés à la réalité, ou alors arrimés ou fixés sur la réalité du monde, comme l'ancre marine qui tient le bateau et qui l'empêche de dériver. Bon. Mais lorsque Merleau-Ponty dit ça, il nous renvoie à l'idée d'un corps qui nous ancre dans la réalité, qui nous donne déjà un accès à la réalité du monde. Chez Platon, le corps apparaît là d'emblée, si on interprète l'allégorie comme ça, comme quelque chose qui nous enchaîne, dans la mesure où c'est par le truchement de nos corps que nous percevons ce que nous percevons. Vous voyez, ça passe par le corps. Au point d'ailleurs que nous croyons parfois que nous percevons par l'essence, alors qu'en réalité nous ne percevons qu'au moyen des sens. C'est pas les sens qui perçoivent les choses. Les sens nous donnent des éléments et c'est par le moyen de ces éléments que nous percevons. Par exemple, Platon prend cet exemple-là. Si j'entends un son aigu et que je vois une lumière blanche, bon, l'ouïe me donne le son aigu et la vue me donne la lumière blanche. Bon, donc je perçois deux choses. Mais si maintenant je dis il y a deux sensations, je perçois deux sensations. Bon, mais l'ouïe ne me donne que le son et la vue ne me donne que la vue, une vision, donc une sensation visuelle. Donc si je dis qu'il y a deux sensations, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui perçoit deux, qui n'est ni l'ouïe ni la vue. Eh oui. L'ouïe ne me dira jamais qu'il y a deux sensations. Et la vue ne me dira jamais non plus qu'il y a deux sensations. Donc il y a un troisième terme qui est capable de dire qu'il y a deux sensations. Un troisième terme qui perçoit le fait qu'il y ait deux sensations. Ce troisième terme ne peut être rien d'autre que l'âme humaine. Donc nous percevons par l'âme qui juge, mais au moyen des sens qui donnent des informations. Mais c'est l'âme qui juge. L'ouïe ne dit pas il y a deux sensations. Et l'ouïe, la vue non plus. Bon. Donc la thèse de Platon, c'est que nous percevons par le moyen des sens, mais c'est l'âme qui perçoit. Mais spontanément, couramment, volontiers, nous nous disons que c'est le corps qui perçoit. Nous nous disons que le réel n'est rien d'autre que ce que nos sens nous donnent à voir. Bien. Donc, d'emblée, ces prisonniers nous ressemblent, puisque nous sommes, en ce sens-là, enchaînés à notre corps depuis notre enfance. Bon. Sauf que dans l'allégorie, regardez bien, les prisonniers sont au fond de la caverne, ils perçoivent les ombres dansantes sur la paroi. Bon. Donc, si on déplie l'allégorie ici, si on prend le symbole du prisonnier, on voit que c'est l'œil du prisonnier qui perçoit le fond de la caverne. Donc l'œil symbolise la partie pensante de l'âme, celle qui juge. L'œil symbolise la partie pensante de l'âme. Et le corps du prisonnier symbolise l'entièreté de l'âme. Donc le corps, dans l'allégorie, c'est l'âme. C'est une image. Et les chaînes, c'est ce qui emprisonne l'âme. Donc les chaînes, c'est le corps. Donc le corps, c'est l'âme, et les chaînes, c'est le corps. Donc l'âme est enchaînée par le corps dans une réalité, et elle croit, parce qu'elle est enchaînée par le corps, que la réalité est ce que le corps lui donne à voir. Bon. C'est une image, hein. Il faut une image pour symboliser l'âme. Moi, je vais prendre l'image d'un prisonnier, d'un corps. C'est le corps du prisonnier. Mais regardez bien en plus le corps, la vue. Donc la vue, c'est la partie pensante. Enfin, il y a une cohérence là du symbole que Platon met en scène.
Bon, alors, bon, admettons. Bon, tout ça est complexe en réalité. Hein. Le fait que ça soit le corps, même chez Platon, on peut toujours discuter, puisque Platon ne dit jamais que, que le corps est un mal, au sens où il faudrait détruire le corps pour libérer l'âme. C'est plus compliqué. Dans l'allégorie, notre prisonnier qui est enchaîné, s'il veut se libérer de ses chaînes, il faut qu'il se libère du corps. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tuer le corps, ou détruire le corps. Ça veut dire simplement qu'il faut faire en sorte que l'âme s'oriente vers le réel par elle-même. Autrement dit, il s'agit pour l'âme non plus de sentir par le truchement du corps, mais de démontrer, c'est-à-dire de passer par quelque chose qui est de l'ordre d'une structure logique de la pensée qui permette de tirer des conséquences nécessaires. Vous voyez, se libérer du corps, c'est se tourner vers la science. Vous voyez, regardez, un élève qui apprend à lire, écrire et compter. Quand il apprend à compter, il apprend à s'élever au-dessus du nombré pour saisir le nombre. Ben, en s'élevant au-dessus du nombré, 2 carottes plus 2 carottes égale 4 carottes, et pour s'élever au nombre, pour qu'il parvienne à s'élever au nombre, il va falloir qu'il s'élève au-dessus de ce qu'il voit pour aller vers ce qu'il ne voit pas. Parce que le nombre, on ne le voit pas. Enfin, pas avec les yeux, on ne le voit qu'avec la main. Ou quand on fait de la géométrie, que le professeur de géométrie dessine un triangle au tableau, il donne une image à voir, mais le triangle dont il parle en tant que professeur de géométrie n'est pas le triangle qu'il a dessiné au tableau. Ce triangle-là, c'est un triangle approximatif qui donne une idée, comme ça, de ce que c'est que le triangle idéal sur lequel porte son raisonnement. Autrement dit, toute l'éducation nationale qui considère que les mathématiques sont un instrument essentiel de la culture, l'éducation nationale en ce sens, apprend aux jeunes esprits à se tourner vers l'invisible. Il s'agit de voir avec l'âme et non plus simplement avec les yeux. Et là, on voit quand même que l'éducation nationale est une sorte d'héritage d'un courant philosophique qui remonte à Platon, en fait. Et oui, c'est-à-dire pas par hasard si la philosophie est enseignée en classe terminale et qu'on est les seuls à faire ça. Et c'est pas par hasard que c'est dans le système éducatif où la philosophie est enseignée en terminale que les mathématiques occupent une telle place, etc. C'est parce qu'il y a un enseignement platonicien. Hein, la culture de l'âme consiste à faire en sorte que l'âme soit capable de s'élever au-dessus de telle ou telle sensation particulière pour toucher à l'universel. Et c'est précisément ce qu'enseignent la géométrie, l'arithmétique, les mathématiques. Voilà. Donc, nos prisonniers, les prisonniers de l'allégorie, symbolisent nos êtres. Voilà, nous ressemblons à ces prisonniers. Ils nous ressemblent, dit Platon. Bien. Alors maintenant, il y a une image qui m'intéresse, mais vraiment de très près, dans cette allégorie. C'est l'image du montreur de marionnettes. Parce que là c'est intéressant, parce que Platon nous dit qu'au-dessus de ces prisonniers, il y a un feu, hein, et... imagine que le long de cette route est construit un petit mur, donc il y a le feu, le petit mur, le fond de la caverne, les prisonniers enchaînés qui ne voient que la paroi au fond de la caverne. Mais là, il y a un petit mur, et construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux, et au-dessus desquelles ils font voir leurs merveilles. Ah, alors ça c'est intéressant. Puis après on nous parle de marchands qui portent des objets, de personnages qui portent des objets, et qui vont projeter les ombres au fond de la caverne. Et alors donc ces personnes qui passent sont comme des montreurs de marionnettes. Et le petit muret ressemble à, effectivement, le montreur de marionnettes. Simplement, c'est un théâtre d'ombre. Donc, ces marionnettes sous la forme d'ombres qui sont projetées au fond. Qui sont ces montreurs de marionnettes? Essayons d'interpréter l'image. On l'a dit, entre l'image et ce à quoi elle renvoie, quand on a affaire à un symbole, il n'y a pas non plus un écart tel qu'on ne puisse pas trouver le lien. Enfin, je l'ai dit, si la colombe est le symbole de la paix, ce n'est pas par hasard. C'est que la colombe est malgré tout un animal dont le comportement nous semble immédiatement pacifique. Donc le montreur de marionnettes ici. Donc il est au-dessus des prisonniers, il projette des ombres. À qui ressemble-t-il? Au premier abord, on pourrait se dire, lui, il n'est pas tout à fait enchaîné au fond de la caverne, il est au-dessus. Et les autres sont enchaînés au fond, ils sont au-dessous. Donc peut-être représente-t-il ceux qui dominent ceux qui sont au fond de la caverne. C'est-à-dire les tyrans. Ceux qui détiennent un pouvoir et qui maintiennent dans la servitude ceux qu'ils dominent. Voilà, ça pourrait être ça. Donc le montreur de marionnettes serait le tyran. Celui qui a un programme tyrannique, avant qu'il ait le pouvoir, il faut mieux regarder pour qu'il n'y accède pas. Puis en général, quand il y accède, il s'est bien organisé, il lâche plus la main. Il tient la boutique. La mâchoire serre fermée, c'est comme un mafieux. Une fois qu'il est bien organisé, on ne peut pas le déloger comme ça. Parce que pendant que vous et moi, on mène notre vie, on a des trucs à faire, le tyran, lui, c'est 24, toute sa vie, non-stop, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, 20 ans sur 20 ans, il ne fait que ça. Que ça. Autant vous dire que le jour où il est au pouvoir avec la mâchoire serre fermée, l'autre, il se réveille, au fait, qu'est-ce que je fais? C'est trop tard. Il est hyper organisé. Bon. Là, c'est le tyran, hein. Là, lui, il tient. Donc, si on prend ça au tyran, nos montreurs de marionnettes pourraient ressembler à ça. Lorsque Chaplin met en scène
Hitler. Lui, il le met en scène justement comme un personnage public qui parle et qui s'adresse à la foule, et il lui prête une langue qui ressemble à de l'allemand, mais c'est purement phonétique, c'est pas de l'allemand. Il éructe des choses, pour ceux qui ont vu le film, Dictateur, c'est extraordinaire. Et alors, il éructe comme ça, etc. Donc, il se moque d'Hitler, et il met une telle énergie dans son discours, formé d'onomatopées, que c'est le micro qui recule, c'est le micro qui a peur. C'est le micro qui a peur. Donc, le micro, il a plus peur que beaucoup de gens en Europe à la même période, qui disent non, il va pas le faire, il va réarmer, non, il fera pas la guerre, etc. Bon. Enfin, vous connaissez Munich, tout ça. Bon, mais non, ça va bien se passer. Bon, ça se passe toujours mal avec les tyrans, évidemment. Ils sont là pour ça, ils font que ça. Et puis, une fois qu'ils sont embarqués dans leur truc, ils peuvent plus reculer. Vous imaginez bien que quand on a massacré un peu, on peut pas dire « Pousse, j'arrête de jouer, je rentre à la maison et on prend comme avant ». C'est fini. Une fois que j'ai fait ça, je suis coincé. Ou je tiens, ou je meurs. Et donc, je tiens. Et je peux aller très 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 loin dans la violence. Et il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite, puisque maintenant je suis acculé, je ne peux plus faire autrement. Il n'y a plus de négociation possible, etc. Enfin, imaginez, un type, il a déporté 1 million de personnes, il ne va pas dire « Pousse, on arrête de jouer, je rentre à la maison ». Il a 1 million de familles qui sont en deuil. Donc dans l'eau, il y en a bien quelques-uns qui vont lui faire passer un mauvais quart d'heure. Donc il faut qu'il tienne, il est obligé. Il a rimé au pouvoir, accroché au pouvoir, et là il devient incontrôlable, toujours. Il a besoin de la guerre, enfin tout ça, on connaît ça. Donc, Chaplin ne s'y trompe pas, hein, quand il met en scène le tyran, il le met en scène, enfin, là c'est clair, comme un personnage un peu ridicule, qui éructe des choses, etc., et qui propose une espèce d'image qui finit par fasciner. Bon, donc notre monstreur de marionnette pourrait ressembler à ça. Vous voyez, ça pourrait faire penser au tyran. Il a le pouvoir, il domine, et donc on se dit que ce montreur de marionnette occupe sa place dans un domaine qui est celui de la politique. Bon, alors, oui, mais alors il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Parce que, bien sûr que le montreur de marionnettes mis en scène là détient un pouvoir, mais malgré tout, il maintient dans la servitude ceux qui sont au fond de la caverne par le moyen d'une douce violence. Vous voyez, avec des images. Alors, c'est une violence, c'est une servitude, on est d'accord. Mais ça n'est pas la force brutale qui maintient le prisonnier au fond de la caverne. C'est l'ombre dansante sur le mur que le prisonnier voit, qu'il tient pour la réalité, puisqu'il n'a jamais vu que ça, et auquel finalement il tient. Il tient cette ombre pour la réalité, mais dans le fond il y tient un peu aussi. On verra pourquoi après, il est accroché à cette ombre aussi lui-même. Donc le tyran, il y a quelque chose qui ne va pas. Le tyran, il descend au fond de la caverne, il décapite, vous voyez, il ne reste pas sur un feu, il n'est pas le montreur de marionnettes, il sort, il passe de l'autre côté du muret, et puis il passe à la violence ouverte. Donc c'est pas le tyran parce que notre montreur de marionnettes utilise une douce contrainte, vous voyez, c'est l'image qui emprisonne. C'est par l'image, c'est pas la contrainte brutale du tyran. Platon met en scène le tyran hein, dans le Gorgia sous les traits d'un personnage qui s'appelle Calliclès. Et Calliclès, souvent on dit que c'est le sophisme, mais non, Calliclès c'est le tyran, justement, c'est le tyran. Calliclès soutient que la force fait le droit. Voilà, la force fait le droit. Dans la nature, le fort écrase le faible. Bon, il faut respecter la nature. Donc la cité, devant respecter la nature, elle doit accorder au plus fort la place qui leur revient, c'est-à-dire la place de gouvernant. Donc il est légitime que le plus fort écrase le plus faible. D'ailleurs, les lois sont une invention des faibles qui est là pour se protéger des forts. Voilà. Et la culture elle-même, les jeunes esprits qu'on cultive dans des écoles pour leur apprendre la vertu, c'est simplement un moyen de faire entrer dans l'esprit des plus forts un sentiment de devoir à l'égard des autres afin qu'ils ne deviennent pas ce qu'ils devraient être selon la nature, c'est-à-dire des tyrans légitimes, puisque la tyrannie est légitime dans ce mode de raisonnement, puisque la force est le droit. Voilà, ça c'est un tyran. Voilà, lui, c'est le tyran. Et alors Socrate fait remarquer à Calliclès, bon d'accord, mais enfin, le tyran, il dit des choses, mais enfin... Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le fort doit dominer le faible et ce qui est juste, c'est que la force fasse le droit. Bon, d'accord. Et les lois sont une invention des faibles pour empêcher les forts d'accéder au pouvoir. Oui, mais alors, ça veut dire que les lois sont plus fortes que les forts. Hein. Donc c'est Socrate, je comprends pas ce que tu me dis. Tu me dis que la force fait le droit. Bon, et tu me dis maintenant que la loi empêche les forts d'accéder au pouvoir. Donc tu devrais me dire, si la force fait le droit, que la loi a le droit de son côté, puisqu'elle est plus forte que les forts. Tu me dis que la force fait le droit, et tu me dis que le tyran doit dominer, mais maintenant tu me dis que la culture de l'esprit, l'éducation des jeunes gens, a pour but de leur faire prendre conscience qu'il ne faut pas être un tyran. Mais si cette éducation parvient à faire en sorte que le tyran ne soit pas tyran, c'est que la culture est plus forte que la nature. Donc, au nom de ton propre principe, tu devrais défendre non seulement la loi, mais l'éducation qui prépare les jeunes esprits à la vertu.
Et alors là, c'est là. Et c'est là où on voit que Calliclès est un tyran, parce que pris dans la contradiction, lui, ça, il s'en fiche. Mais le tyran, il n'est pas là pour dialoguer. Mais enfin, il s'en fiche. Écoute, Socrate, à ton âge, t'en es encore là? Tu philosophes à ton âge? T'as pas autre chose à faire? Donc tu racontes des trucs aux jeunes gens comme ça, ouais, c'est facile. Enfin, quand tu seras devant le juge et que tu seras accusé, comment tu te défendras? Avec tes arguties de philosophe? Hein, et autrement dit, on a compris, Calliclès menace Socrate de mort, puisque Socrate va être condamné à mort. Hein, tu mérites le fouet, Socrate. Hein, ça, c'est un tyran. Hein, et on entend des gens nous dire qu'il faut négocier avec les tyrans. Enfin, il faut lire Platon. On ne négocie pas avec le tyran. On négocie quoi? Le tyran, il dit, je veux te tuer. Bon, tu veux me tuer. Bon, d'accord. Alors, on va négocier. Moi, si je te donne mon bras, tu me coupes un bras, je te donne mon bras, tu me laisses la vie. Ça ne veut rien dire. Si tu veux me tuer, on ne négocie pas. Si tu veux me tuer, c'est la guerre. Ou la fuite. Mais il n'y a pas de négociation possible. Ça, vous voyez, c'est Platon, tout est là. Enfin, tout est là. Et Socrate, c'est ça. Hein. Socrate, bon, bah, donc, on arrête de jouer. Voilà. On arrête de jouer, c'est pas la peine, on passe à autre chose. Alors, Calliclès, on arrête de jouer, mais je vais te raconter un mythe. Dans l'au-delà, alors c'est un mythe, hein, ça ne veut pas dire que ce qu'on va dire repose sur une espèce d'intuition de l'au-delà que Socrate aurait en lui, non, ça fait réfléchir. Dans l'au-delà, il serait juste que les âmes soient jugées en fonction de ce qu'elles ont fait au cours de leur existence. Alors on peut imaginer d'ailleurs qu'une âme qui a commis de lourdes fautes soit punie dans l'au-delà. Mais il y a des âmes qui sont tellement coupables que leur punition ne peut pas avoir pour fonction de les racheter. C'est pas possible, elles ont été trop loin. Donc ces âmes-là, quand elles sont punies, elles sont à l'entrée de l'enfer, hein, sur des instruments de torture, puisque les âmes se présentent dans l'au-delà comme elles sont, quand elles découvrent la mort, donc elles sont esquintées par les maux qu'elles ont produits, etc. Alors c'est les âmes, on les dit, alors celles-là, on ne peut pas les racheter. Donc celles-là, elles sont clouées à l'entrée de l'Hadès, comme ça tous ceux qui viennent voient ce que deviennent ces âmes. Et ces âmes-là, ce sont les tyrans. Voilà ce que dit Platon. Et voilà ce que Platon dit à Calliclès. Face à Socrate, c'est facile. Face à Socrate, c'est facile. Il va falloir que tu vives avec. Il va falloir que tu vives avec. Voilà. Donc, notre monteur de marionnettes, le tyran, j'ai dit, ça marche pas, parce que vous voyez bien, Calliclès, c'est pas des images. Calliclès, c'est le fouet. C'est par le fouet que je vais te maintenir à ta place. C'est pas en faisant danser des ombres sur la paroi. Alors, il y a une deuxième figure, peut-être, si c'est pas le tyran, ça pourrait être... Alors, peut-être le religieux, alors. Parce que celui qui est au fond de la caverne, lui, il voit des ondes dansantes, et bon, il croit que c'est la réalité. Et donc, celui qui est au-dessus, le montreur de marionnettes, est celui qui l'invite à croire. Ah, donc, s'il l'invite à croire, il pourrait ressembler à une espèce de religieux qui appellerait à la croyance. Vous voyez, qui ferait appel à la croyance, en disant... Et qui, utilisant cette croyance, maintiendrait celui à qui il s'adresse dans la servitude. Ce serait la croyance, ici, qui maintiendrait dans la servitude. Bon, là, on pourrait penser à un régime théocratique, vous voyez, une espèce de régime, on en a quelques exemples, encore dans le monde, il n'y a qu'à regarder autour de nous. Donc il y a quelques exemples de régimes théocratiques qui sont des régimes de servitude, ce sont des régimes totalitaires, vous voyez, qu'on opprime tous ceux qu'on peut opprimer, les femmes, tout le monde se trouve écrasé sous la puissance de prêtres qui prétendent avoir accès à l'au-delà, et qui, au nom de cet au-delà, sont prêts à tous les excès. On pourrait penser à ça. Mais, là encore, il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui coince parce qu'un authentique religieux, bien sûr qu'il invite à croire. Bon, et encore, parce que, je dis encore, parce que j'aurais face à moi là quelqu'un qui vraiment est animé d'un sentiment religieux sincère, peut-être me dirait-il que quand je dis qu'un religieux croit, c'est déjà un raisonnement d'un télo qui cherche des certitudes, des représentations. Pas du tout. Un religieux pourrait me dire, mais moi je crois pas. La foi, c'est pas une croyance. La foi, c'est une expérience. Donc il ne s'agit pas de croire. C'est une expérience. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Le républicain que je suis est attaché à la laïcité, notamment pour cette raison. C'est que ça ne se discute pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la nuit de feu de Pascal. Donc la nuit de feu, c'est l'expérience de l'au-delà. Alors bien sûr qu'il n'est pas donné ici-bas, l'au-delà, c'est pas ça. Mais c'est une expérience singulière qui fait que l'âme, tout à coup, voit en elle quelque chose qui s'ouvre vers le sentiment de l'éternel. Quelque chose qui dépasse l'expérience immédiate. Donc, le religieux, regardez, ce que je suis en train de dire ici, c'est que l'âme religieuse est orientée vers l'invisible.
alors que le prisonnier au fond de la caverne est prisonnier du visible. Donc le montreur de marionnettes n'est pas celui qui invite à croire en ce qu'on ne voit pas. Ça, ce serait le religieux, même si croyance, ici, c'est peut-être discutable, il faut avoir la foi en un au-delà. Ici, le montreur de marionnettes invite à croire en ce qu'on voit. Donc c'est peut-être précisément l'opposé du religieux. C'est peut-être même l'opposé du religieux. D'ailleurs, il serait étonnant que Platon mette en scène un personnage qui visiblement soulève un vrai problème. Le montreur de marionnettes, là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il va falloir en discuter la nature et puis discuter le rôle qu'il joue dans la cité. Il serait étonnant que Platon envisage ici un authentique religieux, puisque, bon, quand même, c'est sur le temple de Delphes qu'on trouve la prescription socratique. Connais-toi toi-même. Donc c'est un temple, c'est religieux. Alors simplement, évidemment, Socrate, lui, n'est pas religieux puisqu'il est philosophe. Mais c'est le temple de Delphes. C'est sur le fronton du temple de Delphes qu'on peut lire « Connais-toi toi-même ». Alors dans une perspective religieuse, il s'agit simplement de se tourner vers soi pour avoir conscience que l'on n'est pas des dieux. Tourne-toi vers toi-même et tu verras en saisissant tes propres limites que tu es un mortel et que par conséquent tu n'es pas un dieu. Donc là, il y a une sagesse religieuse en ce sens-là. Bon. Socrate, lui, c'est ça, mais c'est aussi tourne-toi vers toi-même pour percevoir que tu es peut-être pas un dieu, mais tu n'es pas non plus une chose. Tu es moins qu'un dieu, mais tu es plus qu'une chose. Et donc là, Socrate fait de la prescription delphique quelque chose qui est une prescription authentiquement philosophique. Vous voyez, il s'agit d'une personne humaine qui se tourne vers elle-même pour se saisir elle-même. Donc, le montreur de marionnettes est-il le religieux? Ou alors ce serait un pseudo-religieux. Le pseudo-religieux, celui qui prétend être animé d'une foi quelconque et qui, au nom de cette foi, institue un système totalitaire. Oui, ben voilà, c'est le tyran. Bon. Simplement, au lieu d'être habillé dans une idéologie, je ne sais pas moi, de la fin de l'histoire ou de la race supérieure, il est habillé de l'idéologie de la volonté d'un dieu dont il prétend être le bras armé, ce qui justifierait toutes les actions terroristes, enfin, je pense même à un terrorisme d'État, vous voyez, etc. Bon. Donc, on retrouverait la figure du tyran. Alors, il y a une troisième hypothèse envisagée. Mais alors, un personnage, puis un montreur de marionnettes, c'est un peu un artiste, il projette des ombres et il fait voir des choses sensibles. Ben, comme un artiste, alors. Puisque l'artiste, c'est ça, l'artiste produit des formes sensibles qui appellent une contemplation et qui peuvent donner l'impression, en percevant ces formes sensibles, qu'on a accès à un mode de réalité. Donc peut-être que ce sont les artistes. Et les artistes ici seraient du côté de ceux qui aliènent l'esprit, maintiennent dans la servitude. Hein, puis là, on a le préjugé, Platon condamne les artistes, il rejette hors de la cité les poètes, etc. Platon n'aime pas les artistes, Platon n'aime pas le corps, Platon n'aime rien du tout. Enfin. Donc, ça peut être une hypothèse. Donc, ce sont les artistes. Voilà, ils projettent des ombres. Bon. Aujourd'hui, si on actualisait le discours de Platon, donc ce seraient les cinéastes. Vous voyez, ils projettent des ombres au fond de la caverne, et donc on va dans les salles de cinéma, on regarde, et puis ça y est, c'est... Donc il faut faire très très attention, il faut les images, il faut les surveiller de très très près. Donc, le montreur de marionnettes est-il l'artiste? Le point commun, c'est le sensible. Le point commun, c'est effectivement l'image. Ça, c'est sûr. La production de formes sensibles auxquelles le prisonnier a accès, il est enchaîné. Donc ça, si c'est la sensibilité qu'il tient, l'âme perçoit les ombres et confond l'ombre et la réalité. Et donc, il y a une servitude. Et bon... Peut-être le point commun avec l'artiste, c'est que l'artiste également nous donne à contempler des formes sensibles. Enfin, il y a quand même une différence qu'il faut envisager tout de suite. C'est que, est-ce que la forme sensible que l'artiste nous donne à contempler nous détourne du réel? C'est pas sûr. Vraiment, c'est pas sûr. Si, alors je vais prendre simplement un exemple, parce qu'après on peut discuter quel art, quelle époque, tout ça, mais si je prends un exemple qui sautera aux yeux de chacun, si je considère le jardin à la française, un jardin de Le Nôtre, bon, c'est une œuvre d'art, c'est sensible. On le perçoit par son expérience corporelle. Il faut que je sois présent dans le jardin, que je regarde la géométrie des lieux. Et alors justement, ce que je perçois, c'est la géométrie des lieux. Tout est ordonné géométriquement. Bon. On est au XVIIe siècle, et là, on a affaire à Versailles à une structure géométrique qui est donnée dans notre expérience. Bon, question. Est-ce que le jardin de Le Nôtre n'est pas une manière de nous faire voir avec nos yeux l'espace géométrique dont parle la physique de Galilée, qui dit précisément que la nature est écrite géométriquement? Parce que si c'est le cas, à ce moment-là, l'artiste nous permet de voir l'invisible. Il rend visible l'invisible. Donc, loin de nous détourner du réel, il ouvre une fenêtre sur la réalité.
Le jardin à la française, c'est pas l'ombre au fond de la caverne. Ah non, c'est pas du tout l'ombre au fond de la caverne. Si on devait prendre une image, alors je sais pas, ce serait peut-être plutôt une sorte de miroir au fond de la caverne, orienté d'une manière telle qu'en regardant dans le miroir, on voit ce qui se passe en haut. Ça serait plutôt ça, d'ailleurs, si je vais chercher une métaphore. Vous voyez? Alors que l'ombre, au fond de la caverne, elle se donne, parce que je n'ai vu que ça toute ma vie, si je suis le prisonnier, elle se donne à moi comme étant l'objet lui-même, comme étant la réalité elle-même. Donc, bon, l'artiste, oui, enfin, il y a un point commun, c'est la sensibilité, mais il y a quelque chose qui ne va pas, parce que vous voyez ce qui ne va pas. Bon, quand j'ai dit c'est pas le tyran, j'ai pas dit c'est pas le politique, mais on peut pas faire comme si la politique c'était la tyrannie. Il y a quelque chose qui coince. La religion, on peut faire comme si la religion c'est la croyance. Un religieux peut vous dire non, je suis pas d'accord. Moi, la religion c'est une aspiration, un au-delà sacralisé, un au-delà qui inspire le respect et la crainte, un au-delà qui est invisible. Donc moi, justement, le religieux serait celui qui sort de la caverne, enfin plutôt qui aspire à sortir de la caverne, justement. Donc ça colle pas. Et puis l'artiste, oui, bien sûr, il y a aussi des arts décoratifs, il y a aussi des formes sensibles qui nous maintiennent dans des apparences. Platon, dans la République, envisage comme ça un peintre qui peindrait un lit, et qui, peignant un lit, imiterait un lit fabriqué par un artisan, qui lui-même aurait fabriqué le lit, en s'inspirant de l'essence du lit, puisque le lit, c'est pas une chaise, c'est pas une table. Donc l'artisan, dans ce cas de figure, imite l'essence du lit, et le peintre qui peint le lit imite l'imitation de l'essence du lit. Bon. Donc, alors, on obtient ce résultat que s'il n'y a pas d'essence du lit, il n'y a pas de lit fabriqué par l'artisan, et il n'y a pas de toile fabriquée par le peintre. Bon, mais, et oui, c'est pas possible. Par contre, s'il y a l'essence du lit sans qu'aucun artisan ne fabrique de lit, et sans qu'aucun peintre ne peigne un lit fabriqué par un artisan, il y a toujours une essence du lit. Donc, l'essence du lit, qui est invisible, est plus réelle que le lit fabriqué par l'artisan ou que le lit peint par l'artiste. Voilà, c'est QFD. Donc l'art nous détourne, si on raisonne comme ça, du réel, puisque l'art nous tourne du côté... Mais oui, mais non, mais... D'accord, Platon écrit ça, mais est-ce qu'il parle des artistes? Non, il parle pas de ça. Il parle des peintres qui peignent des formes sensibles, qui se donnent à contempler comme si cette forme était la réalité même. Oh, mais peut-être qu'il nous parle des montreurs de marionnettes. Justement. Il parle pas des artistes. D'ailleurs... Si je devais penser... C'est pour ça, en fait, l'idée que Platon condamne les artistes, et ça vient de là, c'est une lecture comme ça, un passage comme ça. Ça y est, j'ai trouvé, je l'ai, il est coupable. Il a dit que l'art nous éloigne de la réalité. Oui, bon. Puis il a dit du mal d'Homère. Oui, mais c'est parce que Homère, justement, est très, très mis en scène par les sophistes, et qu'en visant Homère, il vise peut-être pas Homère, mais il vise les sophistes. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais il faut regarder plus près. Mais, enfin, Platon, regardez, il nous propose bien une image. C'est bien une image, l'allégorie de la caverne. Hein? Donc, et puis elle est pas mal écrite. Et puis... Donc, est-ce que Platon condamne les formes sensibles? Il faut quand même aller très très vite pour dire quelque chose comme ça. Donc, non, lorsque Platon envisage ce lit, il y a 3 lits, hein, l'essence du lit, le lit fait par l'artisan et le lit peint par l'artiste, il ne nous parle pas des productions artistiques. D'ailleurs, s'il avait parlé de l'art, en évoquant sa question du lit. Peut-être aurait-il dit qu'il y a une essence du lit, un artisan qui produit des lits, dans l'expérience, et des peintres qui nous proposent de belles représentations de lits. Ah, voilà, s'il avait dit ça, des belles représentations de lits, ça, ce serait un artiste. Mais du coup, une belle représentation d'un lit renvoie bien à un lit, peut-être produit par un artisan, et une essence du lit, mais si c'est une belle représentation, l'essence de la beauté, elle est en lien direct avec la toile. Donc, déjà, on s'est rapproché du réel. Donc, vous voyez, notre montreur de marionnettes, là, on ne dit pas qu'il projette de belles ombres au fond de la caverne. Il projette des ombres. Voilà. Donc, est-ce que ce sont des artistes? Rien n'est moins sûr. Mais, comme les artistes, il faut appel aux sensibles. Alors, il reste une 4e hypothèse. Ces montreurs de marionnettes, et si c'était les philosophes? Parce qu'après tout... ils ne sont pas au fond de la caverne, ils ne sont pas enchaînés avec les prisonniers, ils sont au-dessus d'eux. Et donc, ils sont plus proches du monde extérieur, dont on a dit que lui, il était éclairé par la lumière du soleil. Lumière du soleil qui éclaire les réalités extérieures à la caverne. Donc, si l'ombre au fond de la caverne est l'apparence de la chose, et non pas la chose dont elle est l'apparence, alors ce qui est hors de la caverne, c'est la chose elle-même, que l'on peut saisir en elle-même, et non pas par le moyen d'une apparence. Donc ce qui est hors de la caverne, c'est le réel. Mais le soleil qui produit de la lumière est la source de ce qui permet de voir le réel. Donc la lumière symbolise la vérité.
Mais la lumière, pas le petit feu là qui projette des ombres, ça c'est une espèce de fabrication, un artefact produit par quelqu'un qui est passé par là. Non, non, la lumière du soleil dans l'allégorie, ça, la lumière du soleil, c'est la vérité. Et les objets extérieurs à la caverne, ça, c'est la réalité. Donc si je m'approche du monde extérieur, je m'approche de la réalité, éclairée par la vérité, je m'approche de la science, et donc, voilà, je suis sur le chemin que souhaite prendre le philosophe. Donc, nos montreurs de marionnettes ressemblent aux philosophes. En tout cas, leur place pourrait faire penser aux philosophes. Bien. Mais, ça ne marche pas non plus. Alors, ça ne marche pas non plus, pourquoi? Parce que... Alors, c'est intéressant parce que Platon ne met pas... Le philosophe n'est pas mis en scène. Vous voyez, dans les métaphores que je vous ai lues, là, vous avez une caverne, des chênes, un muret, une route, des personnes qui passent en projetant des ombres, etc. Et simplement, un peu plus loin, Platon va évoquer la sortie de la caverne par une formule comme ça, et si on les arrache de leur chaîne et qu'on les guérit de leur ignorance, il y a un « on » qui intervient, alors il est peut-être là, le philosophe, c'est ce « on » là qui intervient. Bon. Mais lui-même, ce « on » qui intervient, il n'est pas situé dans l'allégorie elle-même. On voit pas, il n'est pas peint. Vous voyez, les autres sont peints. Donc le monteur marionnette, on l'imagine bien, il passe avec des objets, projette des ombres. Celui qui est au fond, on le voit, il est enchaîné. Donc un peu nous, qui sommes enchaînés par la sensibilité qui nous contraint à voir les choses par le truchement de nos corps, etc. Bon. Mais le philosophe, il n'est pas. Alors, essayons de le placer dans l'allégorie de la caverne. Nous. Il n'y est pas, on va essayer. Bon. Où est-ce qu'on va le mettre? Et puis on va vérifier. On va le mettre quelque part dans l'allégorie, puis on va voir tout de suite si ça coïncide avec la figure du montreur de marionnettes ou pas. Alors, il y a 3 régions dans l'allégorie. Il y a le monde extérieur, il y a le fond de la caverne, et il y a une région intermédiaire. La région intermédiaire, c'est l'emplacement où se trouve le feu, le muret, et puis ceux qui passent et qui, en passant entre le feu et le muret, projettent les ombres. Donc il y a 3 régions. Alors, le philosophe, on va essayer. Est-ce qu'on va le mettre en dehors de la caverne? Bon. Ah ben non, parce qu'en dehors de la caverne, qu'est-ce qu'il y aurait? Ce serait le domaine de la science, et plus précisément de la science achevée, puisque hors de la caverne, on voit le réel éclairé par la vérité. Alors, le philosophe serait hors de la caverne si le philosophe était celui qui détient la science. Or, précisément, ce que dit Socrate, c'est que le philosophe ne détient pas la science, puisqu'il la désire. Et s'il la désire, c'est qu'il en manque. Ben oui. Si le philosophe détenait la science, il serait comme un dieu capable de contempler le réel. Mais, dit Platon dans le banquet, les dieux ne philosophent pas. Si les dieux sont les dieux, ils ont accès au réel sans passer par tout le cheminement que suppose la philosophie, qui est une culture. Je pense à mes élèves. Alors, les élèves qui préparent le concours, là, mes petits pocagneux, là, bon, alors il faut y aller, on va philosopher, alors, on va voir le réel. Non, tu vas rien voir du tout, tu vas chercher à le voir. Ça veut pas dire que tu vas le voir, mais tu vas chercher. Ah oui, mais ça va prendre combien de temps? Ça peut prendre le temps d'une vie, mais ça peut prendre le temps d'une civilisation. Parce que si le réel avait effectivement été contemplé tel qu'il est en lui-même, l'art de la dissertation aurait depuis longtemps disparu. La philosophie elle-même aurait disparu, puisqu'il n'y aurait pas de professeur qui enseigne l'art de philosopher. Puisque la philosophie étant achevée, il n'y aurait que des sages transmettant une sagesse achevée à des jeunes esprits, s'élevant même à la sagesse. Oui, ça ressemble à une secte, mais ça ne ressemble pas à un travail de philosophie dans une classe d'un lycée républicain. On n'apprend pas la philosophie dans une école de la République. D'ailleurs, c'est interdit, puisque la laïcité interdit à la fois la présence de la religion et la présence de philosophie. C'est interdit. On n'a pas le droit d'enseigner une philosophie dans l'école de la République. C'est interdit. Ce qui fait d'ailleurs réfléchir sur les tenants de la philosophie à l'école maternelle ou l'école primaire. Hein. Il y a quand même une sacrée entorse à la laïcité. Parce qu'à un enfant, on ne peut pas apprendre à philosopher. Par contre, on peut lui enseigner des opinions. Mais ça prétend être une philosophie, mais ça, c'est interdit dans l'école de la République. On n'a pas le droit. On ne peut pas dire le réel c'est la matière, je ne suis pas d'accord, le réel c'est l'esprit, le réel c'est... Chacun croit en ce qu'il veut. Voilà, tu crois en ce que tu veux, c'est pas le problème. On passe à autre chose. Donc, raison pour laquelle on n'enseigne pas une philosophie. Non, on apprend l'art de philosopher. Voilà. Le cours de philosophie dans l'école de la République, c'est une formation qui apprend à philosopher. Mais ça suppose, dans son existence même, que la philosophie ne soit pas achevée. Sinon, on n'apprendrait pas à philosopher, on apprendrait une philosophie achevée. Et puis, on aurait le livre contenant toutes les vérités qu'il conviendrait d'avoir en son esprit pour pouvoir affronter le monde. Mais les vérités, on les cherche.
Enfin, vous savez bien que... Enfin, vous savez bien qu'on ne sait pas. On ne sait pas, en fait. Le monde, c'est de la matière. Oui, mais c'est quoi la matière? C'est l'atome. Oui, mais c'est quoi l'atome? C'est de la matière. Oui, d'accord, mais on tourne en rond. C'est quoi? Raison pour laquelle les sciences ont depuis longtemps abandonné la question de savoir ce que c'est. La question, c'est comment ça marche. Donc, comment ça marche, quelles sont les lois, etc. Ça, c'est efficace, ça marche. Mais qu'est-ce que le monde? D'où vient le monde? La vie a-t-elle un sens? On n'en sait rien. En fait, on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'un être humain? On n'en sait rien. Alors, je vous parle, franchement, on n'en sait rien. C'est un cerveau qui... Non, mais c'est une thèse, ça. Ça, c'est peut-être que je ne suis qu'une éponge avec des neurones qui est en train de produire le discours que vous entendez ce soir. C'est possible. J'en sais rien. C'est possible. Mais bon, en même temps, si je me retirais dans la pièce d'à côté, qu'ici, sur un écran, on projetait les mécanismes de mon cerveau avec la capacité d'aller voir dans les synapses et dans les neurones ce qui est en train de se passer, et si je faisais ce que je suis en train de faire là tout seul à côté, bon déjà j'aurais l'air d'un imbécile, bon déjà, bon, mais je serais tout seul en train de m'agiter, et donc je ferais ça, et vous verriez dans l'écran, effectivement, vous verriez des choses, vous verriez des flux sanguins, des réactions physico-chimiques, et vous direz, ah là, il s'agite un peu, ah tiens, là c'est la partie du cerveau, là il imagine, tiens, là il fait, vous verriez ça. Personne ne verrait ma conférence dans l'écran, personne. On ne sait pas le faire. Personne ne sait traduire en concept ce qui se passe dans le cerveau. Personne. On sait que s'il n'y a pas le cerveau, c'est pas là. Ça, on le sait. Mais ça ne veut pas dire que le cerveau, c'est ça. Ou que ça, c'est le cerveau. Non, on n'en sait rien. En fait, on n'en sait rien. Bon. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est pas mon cerveau qui produit cette conférence. Peut-être. Mais peut-être pas. Raison pour laquelle il y a encore une place pour la dissertation. Il y a encore une place. On cherche. Donc, la philosophie, ce n'est pas une science achevée. D'ailleurs, c'est peut-être même pas une science du tout, puisque la philosophie désire la science. C'est qu'elle en manque. Donc elle n'est pas science. Donc le philosophe n'est pas à l'extérieur de la caverne. C'est pas là qu'il faut le mettre. C'est le sage à l'extérieur de la caverne, une espèce de sage idéal, qui, oui, c'est ce que cherche le philosophe, voilà. S'il arrivait au bout du parcours, il serait là. Et s'il était là, il ne serait pas sur le parcours, donc il ne serait pas philosophe. Il serait plus philosophe. Donc le philosophe n'est pas là. Alors est-ce qu'on va le mettre... au fond de la caverne. Au fond de la caverne, on a affaire, on a dit, à des prisonniers qui tiennent les ombres dansantes pour la réalité même. Ils ne désirent pas autre chose que ce qu'ils ont, puisqu'ils ont les réponses, puisqu'ils tiennent pour vrai ce qu'ils ont sous les yeux. Donc, ce n'est pas les philosophes non plus. Donc, le philosophe, il n'est pas à l'extérieur, parce que l'extérieur, c'est la science, mais il n'est pas au fond de la caverne, puisque le fond de la caverne, c'est ce que Platon appelle l'opinion, c'est-à-dire je crois que je sais, puis ça me suffit. Une fois que j'ai mes réponses, avec ça, j'ai mon viatique pour pouvoir affronter la vie, et c'est bon, avec ça ira bien. Donc le philosophe n'est pas au fond de la caverne. Et alors, ce qui est frappant, c'est que d'un seul coup, on réalise que le montreur de marionnettes n'est pas au fond de la caverne, mais qu'en tant que montreur de marionnettes, par définition, il regarde dans la direction de son public. Autrement dit, on réalise que le montreur de marionnettes est certes un peu au-dessus des prisonniers, mais il projette des ondes dansantes, et ses regards sont tournés dans la... Vous voyez, suivant la même direction que ceux qui sont au fond de la caverne. Donc finalement, notre montreur de marionnettes qui semble aliéner ceux qui sont au fond, est aliéné avec ceux qui sont au fond. Donc c'est pas le philosophe, puisque le philosophe, lui, il cherche la vérité, alors que l'autre, il prétend que le réel, c'est ce qu'il projette. Voilà, regarde le réel, c'est ça. Regarde bien, regarde. Voilà, c'est ça. Donc le philosophe, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas au fond, il n'est pas au milieu. Alors, on va le mettre où? Il n'est pas à l'extérieur, puisque l'extérieur, c'est la science achevée. Il n'est pas au fond, puisque le fond, c'est l'opinion qui tient pour vrai, mais qui tient pour vrai et qui ne cherche pas une vérité au-delà de ce qui est tenu pour vrai. Et il n'est pas non plus au milieu, puisque le montreur de marionnettes a les regards tournés vers le fond, comme le prisonnier. Donc, si on devait placer le philosophe, me semble-t-il, il faudrait le placer au fond de la caverne, mais le dos tourné à la paroi, entre la paroi et les prisonniers, les regards tournés vers le haut. À ce moment-là, imaginez la situation. Notre prisonnier est au fond de la caverne, il est enchaîné. Tout à coup, quelqu'un s'interpose entre lui et la paroi. Et ce quelqu'un qui s'interpose a les regards tournés vers le haut. Qu'est-ce qui se passerait? Ce qui se passerait, c'est que je tournerais la tête. Eh bien, c'est ça le philosophe. Le philosophe, c'est celui qui regarde ailleurs. Et comme il regarde ailleurs... Ah oui, on peut regarder par là. J'avais pas vu ça comme ça. Vous voyez, il regarde ailleurs. Au passage, d'ailleurs, vous remarquez que cette situation que j'évoque n'est pas sans rappeler très précisément la situation du professeur devant ses élèves. Si on est vraiment dans une situation pédagogique qui fait que chaque élève est face à son maître, immédiatement, ce qui apparaît, c'est qu'il ne regarde pas dans la même direction.
Évidemment, ils ne regardent pas dans la même direction. On pourrait imaginer un maître qui se met au fond de la classe parmi ses élèves et qui projette une image et qui regarde avec eux la même image. Oui, ben ça, c'est le montreur de marionnette, il peut faire ça. Mais il ne fait pas ça, il est devant, il regarde ailleurs. Vous voyez, et l'idée, c'est qu'il ne s'agit pas de contraindre l'élève à regarder ailleurs, c'est pas ça. Il s'agit de regarder ailleurs. Et si on regarde ailleurs, tout être doué d'un esprit est tenté d'aller regarder ailleurs. Comme dans si en allégorie, vous imaginez bien la situation, si quelqu'un s'interpose entre le prisonnier et le fond de la caverne en regardant en haut en disant « Oh !» eh ben, l'autre, il va tourner la tête. Bon, il est enchaîné, hein, ça va être un peu douloureux, mais il est enchaîné. Mais si on l'arrache de ses chaînes, hein, et si on l'extrait de la caverne. Donc si on l'arrache de ses chaînes, on ne l'arrache pas de ses chaînes simplement par la violence, on l'arrache de ses chaînes en regardant ailleurs. C'est ça la métaphore de Platon. Donc notre penseur de marionnette, c'est pas le philosophe. Mais il lui ressemble. Il lui ressemble quand même, parce que ce qu'il dit produit des ombres dansantes qui semblent tellement vraies. Vous voyez, il lui ressemble. Récapitulons. On a donc affaire à des montreurs de marionnettes qui ont un pouvoir comme les tyrans, qui invitent à croire comme des religieux, qui font appel aux sensibles comme des artistes, et qui ressemblent à des philosophes. Mais qui ne sont pas non plus les tyrans, puisqu'ils font appel à une douce violence, qui ne sont pas non plus les religieux, puisqu'ils orientent les regards vers le sensible, qui ne sont pas non plus les artistes, parce qu'ils se désintéressent de ce que l'art permettrait, par exemple, de s'ouvrir à l'intelligible, ou à l'au-delà, ou à la réalité, et qui ne sont pas non plus les philosophes, puisqu'ils ont les regards tournés vers les apparences, et non pas vers le haut de la caverne, c'est-à-dire vers la réalité. Qui sont ces monteurs de marionnettes? Eh bien, ce sont les sophistes. C'est ça, un sophiste. Un sophiste, c'est quelqu'un, et Platon lui donne un nom dans un ouvrage qui s'appelle Le Sophiste, il l'appelle le sophiste aux 100 têtes. Le sophiste, c'est l'homme aux 100 têtes. Mais il ressemble au tyran, mais c'est pas tyran. Il ressemble au religieux, mais c'est pas religieux. Il ressemble à un artiste, mais c'est pas un artiste. Il ressemble au philosophe, mais c'est pas un philosophe. D'ailleurs, il ressemble au philosophe, vous remarquez quand même que sophiste, philosophie, ça se ressemble. Même le nom de la sophistique, le nom du sophiste, est déjà quelque chose qui ressemble à ce qui pourrait paraître être de l'ordre de la philosophie. Mais alors, détenir un pouvoir sur les autres, en les invitant à croire, mais en les invitant à croire en faisant appel à leur sensibilité, d'une manière telle que l'on puisse paraître détenir la vérité. On comprend, c'est ça la sophistique. Mais comment on fait? Comment on fait ça? Comment on fait pour, je récapitule, hein, comment on fait pour détenir un pouvoir sur les autres, tenir les autres sous son joug, mais de manière douce, hein? Comment on fait pour les inviter à croire? En faisant appel à leur sensibilité et en leur donnant le sentiment illusoire qu'ils ont accès à la vérité ou à la réalité. Comment on fait ça? Eh bien, c'est ça la sophistique. D'abord, la sophistique, c'est une théorie. Les sophistes ont une théorie. Et ils ont une théorie de l'être, ce qui fait d'ailleurs que là encore, ils ressemblent aux philosophes. Ils ont une théorie du réel. Pour un sophiste, le réel, c'est le sensible. Pour un sophiste, le réel, c'est ce qu'on perçoit dans notre expérience immédiate, ce qu'on touche, ce qu'on voit. C'est ça le réel. Il n'y a rien d'autre que ça. Ne cherchez pas au-delà de ça. Il n'y a que ça. Donc si le réel, c'est ça, si le réel, c'est le sensible, alors le réel est mouvant, est changeant. Puisque dans la réalité sensible qui est la mienne, rien n'est stable. Comme les ombres au fond de la caverne, qui dansent en permanence. Rien n'est stable au fond de la caverne. Tout bouge tout le temps. Donc si le réel, c'est le sensible, alors le réel est changeant, mouvant, variable. Et dans le réel, il y a le monde, mais dans le réel, il y a moi. Donc le moi lui-même, moi-même, je ne suis rien d'autre qu'un ensemble de qualités sensibles, mouvantes, changeantes, variables. Oui, d'ailleurs, si je m'arrête sur moi-même, je regarde mon corps n'est jamais identique à lui-même. Insensiblement, il se modifie en permanence. Dans mon âme, jamais se trouvent tout à fait les mêmes idées. Les expériences que je peux faire ne se répètent jamais, puisque l'expérience étant vécue une fois, si je la vis une deuxième fois, ce sera la deuxième fois, plus le souvenir de la première, ce qui est déjà plus tout à fait la même chose. Autrement dit, comme le disait Protagoras, un des maîtres sophistes, l'homme est la mesure de toute chose. L'homme est la mesure de toute chose. C'est-à-dire que ce que je dis, ce que je pense, à partir de ma sensibilité, c'est ça la vérité, c'est tout, puisque la vérité n'est rien d'autre qu'un accord entre ce que je dis et ce que je sens, ce que j'éprouve.
Mais ce que je sens, ce que j'éprouve, c'est variable. Ce que vous sentez, ce que vous éprouvez, c'est variable. Donc l'homme est la mesure de toute chose, l'homme sensible, l'homme empirique. Ça signifie que chacun a sa vérité. Chacun a sa vérité. Voilà, la vérité, c'est variable, changeant, comme le réel est changeant. Voilà la théorie sophistique. Le réel, ça n'est que ça. Héraclite disait « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Vous voyez, donc les sophistes déplient cette idée-là. Le fleuve coule, on se baigne une fois, on sort du fleuve, on se baigne une deuxième fois, c'est plus le même fleuve. Mais il faut rajouter, c'est première fois, je me baigne dans le fleuve, puis deuxième fois, c'est plus la même chose, puisque le fleuve a coulé, puis j'ai l'expérience du premier bain, et ça fait en sorte que le deuxième ne sera jamais identique au premier, mais de toute façon, c'est pas le même moi, puisque le moi a changé. Donc, si on dit ça, ça c'est la théorie sophistique. Donc le sophiste en déduit une pratique, une vie. Ben, si l'homme est la mesure de toute chose, s'il n'y a pas de vérité objective, si chacun a sa vérité, ce qu'on dit n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance, puisque le vrai d'un jour, c'est le faux du lendemain. Le faux d'un jour, c'est le vrai du lendemain. Le vrai d'un jour, c'est le faux du lendemain. Le vrai des uns, c'est le faux des autres. Le vrai d'une époque, c'est la fausseté d'une autre époque. Tout est relatif, c'est une question de point de vue. C'est une question de sensibilité. Donc, pourquoi s'embarrasser d'exigences méthodiques, méthodologiques, logiques? Pourquoi ambitionner d'établir une science qui n'a aucun sens? Tout ça sont des illusions. Tout est relatif. Donc, ce que je dis n'a aucune importance. D'ailleurs, ce que je dis n'a aucune importance, puisque le moi qui énonce telle ou telle proposition ne sera plus le moi qui va se maintenir. C'est-à-dire, j'énonce une proposition, un instant après, le moi n'est plus le même. Donc ce que j'aurais dit un jour, ne me tient pas le lendemain. D'ailleurs, si je jure de dire la vérité, bon, et que le lendemain je mens, je fais rien de mal, puisque le moi qui va mentir n'est pas le moi qui a juré, puisque tout change. C'est ça la sophistique. Donc la parole n'est plus un moyen d'accéder au réel, puisque, enfin, elle n'est plus le moyen d'accéder à une réalité stable, puisqu'il n'y a pas de réalité stable. Et donc la parole n'est porteuse en aucun cas d'une exigence de vérité commune, ou de vérité touchant l'universel, puisque tout est relatif. Donc la parole n'est rien d'autre qu'un instrument du pouvoir. C'est tout. Donc si je maîtrise la rhétorique, l'art de l'éloquence, et que je mets César au service de la puissance sociale, je fais rien de mal, puis le mal, le bien, voilà, c'est une question de point de vue. C'est ça la sophistique, vous voyez. Donc, pour le sophiste, la parole n'est rien d'autre que ce qui permet de dominer les autres. Au fond, de les écraser, c'est ça qui compte. Alors, si maintenant on s'interroge, mais quel est le lieu où les sophistes sont à leur aise? Alors Platon dit, bon, déjà il y a les prétoires, puisque l'avocat chercher à démontrer l'innocence de son client, même s'il est coupable. Et le procureur va chercher à démontrer, à persuader, en tout cas, le jury de la culpabilité du prévenu, même s'il est innocent. Donc c'est un lieu où la vérité n'a pas grand sens. C'est frappant de voir que quand quelqu'un a subi un préjudice, une perte ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un dans sa famille a été victime d'un assassinat, souvent on voit ces pauvres familles qui vont en justice et qui veulent la vérité. Je voudrais savoir ce qui s'est passé. Mais ils ne sauront jamais. Évidemment. Alors, et d'ailleurs, vous avez déjà entendu 100 fois, c'est toujours la même chose. Le prévenu est là, c'est l'assassin, etc. Mais de toute façon, il ne parle que de lui. En fait, il est la victime. Bien sûr, il l'a tué, mais enfin, elle l'a bien cherché. Enfin, les assassins sont extraordinaires. C'est comme les tyrans, hein, ils sont extraordinaires. Ils ont toujours de bonnes raisons. Il y a toujours, je sais pas moi, c'est pas de ma faute. Et quand ils reconnaissent leur culpabilité, ils se débrouillent toujours pour faire en sorte que ça soit à leur avantage. Vous voyez, donc, que vaut la parole d'un assassin? Donc, quelle vérité peut-on attendre dans le tribunal? Alors, ça ne veut pas dire que le tribunal n'a pas sa légitimité, c'est pas ça. On juge, il s'agit de sanctionner. Mais s'agit-il de vérité? C'est-à-dire d'un accord de la pensée avec la réalité. Ça, rien n'est moins sûr. C'est le domaine de la rhétorique. Là, on est. Donc, le tribunal. Là, c'est le lieu où les sophistes peuvent être à leur aise. Mais enfin, si on sort du tribunal et qu'on entre dans la cité, on voit bien que le lieu où les sophistes sont à leur aise, c'est sur l'agora. C'est-à-dire dans l'espace démocratique. Puisque dans l'espace démocratique, la parole est reine. C'est par la parole que les choses s'établissent. Et comme pour le sophiste, la parole est un pur et simple instrument du pouvoir, évidemment, il est en démocratie comme un poisson dans l'eau.
Ça ne veut pas dire, là non plus, que la démocratie soit en elle-même condamnable. Alors, il y a un texte de Platon, dans la République, justement, Platon condamne la démocratie. Enfin, il condamne la démocratie. Il condamne la démocratie si, par démocratie, on entend la loi du plus grand nombre. Oui, mais ça, même Rousseau, qui défend la démocratie et qui est un pur républicain, ne dit pas que la démocratie, c'est la loi du plus grand nombre, puisque la loi du plus grand nombre n'est rien d'autre qu'une modalité de la loi du plus fort. La démocratie, c'est pas le pouvoir du plus grand nombre, c'est le pouvoir du peuple. Et le peuple, c'est pas le plus grand nombre, c'est tout le monde. La question devenant comment on fait pour produire de l'unité dans une diversité de personnes. Voilà, ça c'est une question démocratique. Donc le nombre, le nombre, c'est la force. Vous voyez, donc si j'obtiens 80% des suffrages et qu'ayant obtenu 80% des suffrages, je dis que les 20% qui restent doivent être exterminés, c'est pas la démocratie, puisque les 20% qui vont être exterminés vont se voir appliquer une souffrance qui n'émane pas de leur propre volonté, évidemment. Donc ça ne peut pas être la volonté du peuple. Donc la démocratie, c'est pas la loi. Vous voyez, quand Platon dit ça, quand il condamne la démocratie, c'est ça qu'il condamne. Alors ça ne veut pas dire que lui-même trouve le moyen de sauver la démocratie. Ça, c'est vrai. Mais la critique qu'il fait de la démocratie est la critique qu'on retrouve chez les plus puissants, enfin chez le plus puissant démocrate de la pensée philosophique, en tout cas le plus puissant républicain, qui est Jean-Jacques Rousseau. Quand il dit que la volonté du peuple, c'est la volonté générale, il ne dit pas que c'est la majorité. Une majorité peut s'égarer. La démocratie, comme loi du plus grand nombre, c'est l'antichambre de la tyrannie. Voilà, c'est l'antichambre de la tyrannie. Et les sophistes qui, dans la démocratie, provoquent des rapports de force, qui provoquent des mouvements de foule, préparent le terrain de la tyrannie. Raison pour laquelle, dans le Gorgias, ce qui est en scène, c'est de la sophistique. Mais c'est là que Calliclès intervient. Et Calliclès, c'est justement la tyrannie. Et Calliclès défend les sophistes. Vous voyez, puisque la sophistique prépare le terrain de la tyrannie. Lorsque le nombre décide, alors la justice est perdue. Lorsque le nombre décide, alors la liberté est mise à mal. Puisque si la loi émane de la loi du plus grand nombre, alors la minorité en obéissant à la loi n'obéira pas elle-même, elle sera soumise. C'est pas ça. Au passage, vous venez de comprendre pourquoi, dans une république digne de ce nom, il y a une constitution. Voilà, la constitution, c'est, t'as beau être majoritaire, tu fais pas ce que tu veux. Voilà. Si t'as 99% des voix pour dire qu'on va abolir le droit de grève, si c'est constitutionnel, tu ne pourras pas le faire. Parce que la démocratie, c'est pas la loi du plus grand nombre. Voilà, ça repose sur l'idée que la loi doit valoir en droit pour tous ceux à qui elle s'applique. Alors après, on discute sur telle ou telle constitution. Rousseau, d'ailleurs, dit que dans l'idéal, lorsque la volonté générale s'exprime, il n'y a même pas besoin de constitution. Le peuple n'est tenu par rien, pas même par une constitution, parce que c'est le peuple qui décide. Oui, mais ça, c'est le phare qui oriente la réflexion. C'est pas la réalité que nous vivons. Donc, lorsque on envisage la démocratie comme simplement une quantité, on est passé complètement à côté de la nature de la démocratie, qui est la volonté du peuple, qui est le pouvoir du peuple. Or, précisément, les sophistes, eux, dans la démocratie entendue comme pouvoir du plus grand nombre, alors là, ils sont comme des poissons dans l'eau. Alors le sophiste, là, il est comme un poisson dans l'eau, parce que là, il sait faire. Vous voyez, produire des ombres qui vont produire des majorités. Ça, il sait le faire. C'est son art, ça, il maîtrise en ce sens-là un certain art. Encore que Platon dirait un art, oui, il faut le dire vite quand même, parce qu'un authentique art, déjà, c'est la capacité de produire de l'unité. Même un artisan qui élabore un navire avec des menuisiers, etc., ou avec des artisans de différents métiers, de corps métiers, quand il produit le navire, il produit une unité quand même dans la diversité. Or que le sophiste, lui, produit des discours qui sont des juxtapositions. En fait, il produit des images. En fait, c'est ça, sa force. Parce que la question devient, mais d'accord, on comprend. Donc la parole doit être un instrument de pouvoir. Ce qui compte, c'est le pouvoir. C'est pas la vérité, on laisse tomber, parce que tout est relatif. C'est pas la justice, on laisse tomber. Tout ça, c'est des trucs. Ce qui compte, c'est d'avoir le pouvoir et d'obtenir l'effet qu'on attend par la parole. Bon, mais comment tu fais ça? On pourrait dire au sophiste, comment tu fais ça? Ben, le sophiste, lui, va dire, mais puisque le réel n'est que le sensible. Bon, si par ma parole, je produis dans l'esprit de celui à qui je m'adresse une image, cette image que lui va percevoir, ce sera le réel. Et d'ailleurs, et je fais rien de mal, puisqu'il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a que des images. Voyez, puis Sophie, j'ai dit, dans l'allégorie, le monteur marionnette, il regarde vers le bas, il ne regarde pas vers le haut. Donc il est dans un monde clos, il est dans ce monde des images, lui-même. Il est prisonnier avec les prisonniers. Bon, mais alors, arrêtons-nous un instant, quand même, parce que donc le sophiste propose des images. Donc il propose quoi? Des réalités très singulières. Et là, il faut qu'on s'arrête là-dessus. Vous voyez la différence entre une image et un objet quelconque? Mes lunettes et l'image des lunettes. La différence, c'est qu'un objet est ou n'est pas. Puis quand il est ce qu'il est. Et il n'est pas ce qu'il n'est pas. Point. C'est ça un objet. Mes lunettes sont des lunettes, c'est pas ce bouquin. Elles ne sont pas ça.
Et elles sont ce qu'elles sont. Puis elles sont ou elles ne sont pas. To be or not to be. Donc elles sont ou elles ne sont pas. Voilà, ça c'est ça. Mais une image, c'est pas ça. Parce qu'une image est toujours l'image de quelque chose. Donc l'image en elle-même n'a pas de réalité sans un corrélat. Penser l'image, c'est penser l'image de quelque chose. Donc l'image n'existe que dans un rapport de similitude entre ce qu'elle est et l'objet dont elle est l'image. D'ailleurs, je vous ai remarqué tout à l'heure que la colombe, symbole de la paix, c'est une image. Mais il y avait un rapport de similitude. J'ai commencé comme ça. J'ai dit, on n'a pas pris le lion comme symbole de la paix. Le lion, si je prends un rapport de similitude, ce sera plutôt la force. Vous voyez? Donc l'image ne peut pas se penser en elle-même. Elle n'existe que dans une relation de similitude avec quelque chose qui n'est pas elle, mais dont elle est l'image. C'est quand même incroyable, les images. Parce qu'une chose est ce qu'elle est, et elle n'est pas ce qu'elle n'est pas. L'image est une image, mais elle n'est pas ce dont elle est l'image. C'est surprenant, quand même. Vous voyez, je pense à « ceci n'est pas une pipe ». Donc, l'image n'est pas la pipe. Voilà. Mais c'est une image. Donc, elle est réellement en tant qu'image. Mais elle n'est pas, du tout, en tant qu'objet dont elle est l'image. Vous voyez bien, l'image est entre l'être et le non-être. Entre l'être et le non-être. Ah, pour ça, les sophistes, les images, ça les intéresse, alors. Puisque c'est entre l'être et le non-être. Vous voyez, comme l'ombre. L'ombre n'est pas ce dont elle est l'ombre. Mais c'est une ombre. Donc l'ombre possède la réalité d'une ombre, mais la réalité de l'ombre n'est pas la réalité de ce dont elle est l'ombre. Platon évoque là des statuettes là, qui sont portées par des personnes qui passent entre le mur et le feu. Donc vous avez le feu. Puis alors le feu, vous imaginez, le feu dansant. Hein, donc ça projette une image dansante, mais le contour de l'ombre est une imitation, une copie, si l'on veut, de la statuette qui est au-dessus. Donc l'ombre n'est pas la statuette. Bien. Mais il y a un rapport de similitude, malgré tout. Mais ce rapport de similitude nous invite, malgré tout, à remarquer que l'ombre n'est pas ce dont elle est l'ombre, mais elle est réellement une ombre. Donc elle est entre l'être, puisqu'elle est réellement une ombre, et le non-être, puisqu'elle n'est pas ce dont elle est l'ombre. Et avec l'image, on est dans un monde très singulier. L'image est intéressante. Hein. Il n'y a que les images qui ont cette consistance ontologique très singulière. C'est une consistance dans l'être, vous voyez, mais une consistance qui n'est pas tout à fait consistante. C'est ça l'image. Elle a une consistance, puisqu'elle existe en tant qu'image, mais elle n'est pas tout à fait consistante, puisqu'elle n'est pas ce dont elle est l'image. Bon, oui, mais, d'accord, mais on va dire, d'accord, le sophiste, donc, mobilise des images, et c'est comme ça qu'il tient nos âmes, et c'est comme ça qu'il essaye de nous attraper dans ses raies. Voilà, les choses trappes qu'il élabore. Hein, le sophiste, il fabrique des pièges. Hein. La chose trappe qu'il élabore et dans laquelle il fait tomber ceux à qui il s'adresse, cette chose trappe est constituée d'images. C'est comme ça qu'il fait. Des images. Bon, mais oui, d'accord, mais enfin, il faut y croire. Et la question devient, mais comment peut-il nous faire croire que l'image n'est pas l'image? Parce que pour que ça marche, il faut que je perçoive l'image sans me rendre compte que c'est l'image. Il faut que je conçoivent l'image comme étant la réalité même. Et c'est le simulacre. Donc le sophiste, c'est celui qui mobilise des images, mais des images qui ne se donnent pas comme des images, c'est-à-dire des simulacres. Oui, mais la question est la suivante. Oui, mais comment ça marche? Comment se fait-il que, parce qu'on présente une image, je sais que c'est... Je disais tout à l'heure, je vais au cinéma, je vais regarder un film, je sais que c'est un film. Donc, bien sûr, la consistance ontologique de ce film n'est pas la même que la consistance ontologique de l'objet qu'il représente, ou du personnage qu'il met en scène, ou de la personne qu'il est censé représenter. Bon, mais il a une certaine consistance ontologique, mais il n'a pas la consistance de l'objet. Donc, au cinéma, je suis entre l'être et le non-être. Mais je le sais. Je le sais. Bon, il faut un peu de culture de l'image pour le saisir, mais assez rapidement, j'ai compris. Un enfant a compris très vite. Bon, il faut un peu le préparer un peu. Ce que tu vas voir, ça n'existe pas. Enfin, tu vas voir, c'est une représentation. On peut dire des choses simples aux enfants, ils comprennent ça très très bien, très vite. Et donc, assez rapidement, ils sont amateurs d'images. Enfin, le petit, il va regarder Batman, ça va, quoi. Il va mettre la cape, il va jouer à Batman. Enfin, il sait bien qu'au cinéma, il n'a pas vu Batman. Assez rapidement, hein. Alors, si on ne prépare pas, oui, à une période, peut-être ça va flotter, mais si on prépare assez rapidement, il va comprendre. D'accord, mais le simulacre, lui, il est perçu comme étant l'objet dont il n'est que l'image. Et alors le sophiste, comment fait-il pour que nous présentant l'image, nous puissions croire un seul instant
que nous avons affaire à la réalité même. Comment c'est possible, ça? Comment il peut faire ça? Alors peut-être qu'il faut revenir au texte de Platon et regardons ce qui se passe. Comment peut-on croire que l'image est l'objet dont elle est l'image? Que crois-tu donc qu'il répondra? Alors là, Platon évoque la sortie de la caverne. Donc si on l'arrache de ses chaînes, ce prisonnier, qu'on le force à regarder la lumière, alors qu'on le force, on l'a dit, on le force, c'est-à-dire qu'on l'amène par la dialectique, par le dialogue, à découvrir l'art de la démonstration. Et s'il découvre l'art de la démonstration, il va apprendre à se libérer de ses chaînes, par lui-même. Mais il se libérera de ses chaînes, je l'ai dit, quand on regarde dans une autre direction. L'art de la démonstration, c'est aussi, ça naît d'une rencontre. Rencontre, c'est pour ça qu'on a inventé les professeurs. Ce qui est extraordinaire dans cette situation, c'est que les enfants d'abord, puis les jeunes gens ensuite, ils voient à chaque fois un prof. Alors d'abord un ascite. Bon, lui, c'est le héros, hein, il sait tout faire. Il compte, il calcule, c'est extraordinaire. Hein, c'est père de Pagnol, enfin c'est le héros. Ensuite, il rentre au collège, il y a prof de maths, prof de lettres, prof de machin, etc. Et alors chacun dans son couloir. Puis alors chacun une personnalité. Puis alors c'est très étonnant. Il y en a, il fait ça, il fait que ça. Puis alors, il y en a, il a l'air de s'ennuyer, puis alors lui, il a l'air d'adorer, puis lui, vous voyez, il voit des archétypes de la réalité humaine. Et dans un réel qui est vu par des points de vue différents. C'est toujours le même réel, hein, mais tu le regardes géographiquement, tu le regardes historiquement, tu le regardes littérairement, tu le regardes mathématiquement, tu le regardes scientifiquement. C'est toujours le même réel, hein, mais tu regardes. Puis tu as des bonhommes, des bonnes femmes qui sont là, qui sont chacun. C'est extraordinaire. Puis après, tu verras, dans la vie, c'est pas du tout comme ça. Alors, c'est plus rien à voir, tout le monde parle de tout le monde prétend tout connaître, et personne ne comprend rien du tout, mais c'est pas grave. Ça, tu verras que, par exemple, quelqu'un qui n'est pas ingénieur n'osera jamais expliquer à un ingénieur comment on fabrique un pont. Ça, jamais, personne ne le ferait. Mais quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une classe, il va expliquer comment on enseigne. Ça, oui. Ben oui, puisqu'il a été élève, donc il sait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que crois-tu donc qu'il répondra si quelqu'un lui vient dire qu'il n'a vu jusqu'alors que de 20 fantômes? Alors, ce quelqu'un, c'est le philosophe hein, qui questionne ce que tu vois, est-ce que c'est le réel. Regardez bien, les ombres, Platon les appelle des fantômes. D'ailleurs, dans la langue française, l'ombre et le fantôme, le fantôme est une ombre. Ce qui est intéressant, c'est que la figure du fantôme, c'est la figure d'un être qui n'est plus vivant, mais qui n'est pas tout à fait mort. C'est ça un fantôme. Il est mort, mais il n'est pas mort. Il ne peut pas quitter la vie. Dans la figure du fantôme, il y a quelque chose d'éminemment triste. Il peut faire peur, hein, mais il fait peur ou pas, mais de toute façon, il a quelque chose de triste. Il peut pas se retirer. Mais il n'est plus là non plus. Il est entre les deux. Donc le fantôme, c'est entre l'être et le non-être. Donc, ce que nous dit Platon, c'est que les images produites par les sophistes sont hantées par des fantômes. Alors ça fait réfléchir. Sont hantées par des fantômes. Autrement dit, les sophistes, c'est pour ça qu'ils ont du pouvoir sur nous. C'est parce qu'ils nous proposent des images qui font paraître quelque chose, qui nous donnent le sentiment qu'il y a de la vie là-dedans, il y a du réel, il y a un fantôme. La question devient, mais c'est quoi ce fantôme? Alors la thèse de Platon est la suivante, alors je vous la soumets, hein, on va conclure avec ça, c'est absolument magnifique, absolument magnifique. En fait, les images produites par les sophistes sont hantées par les fantômes de nos désirs. C'est ça la sophistique. Je vais produire une image dans laquelle tu vas voir ton propre désir. Et comme c'est ton propre désir, tu vas tellement avoir envie d'y croire que tu vas adhérer à ce que je te dis. Donc je vais te soumettre à ton propre désir. Et en te soumettant à ton propre désir, tu seras soumis à moi. C'est moi qui vais te dominer. Ceci étant dit, le sophiste est dans l'illusion, hein, parce que en soumettant l'autre à ses propres désirs, il doit adapter son discours au désir de l'autre. Et par conséquent, le discours du sophiste est soumis au désir de ceux qu'il soumet. Raison pour laquelle, dans l'allégorie de la caverne, j'ai insisté sur ce point, le montreur de marionnettes regarde en fait dans la même direction que les prisonniers, il est prisonnier avec les prisonniers. Bon, mais peu importe, il est prisonnier avec les prisonniers. Mais voilà comment il fait. Il produit des simulacres, et maintenant nous voyons ce qu'est le simulacre. Le simulacre, c'est une image, hein, mais l'image n'est que dans un rapport de similitude avec ce dont elle est l'image. Le simulacre est dans un rapport de relation entre une image et quelque chose qui n'est pas cette image, mais qui n'est pas la réalité, quelque chose qui est notre désir. Voilà la force des sophistes. Du coup, une image n'est pas ce dont elle est l'image, mais l'image ouvre à la réalité dont elle est l'image. Vous voyez?
Donc Platon ne condamne pas les images. D'ailleurs, l'allégorie de la caverne, je l'ai dit tout à l'heure, est une image. Donc il y a des images qui sont dans un rapport de similitude avec une réalité, des images donc qui méritent d'être prises en considération dans le champ de la philosophie. La métaphore a sa place en philosophie. Le mythe a sa place en philosophie. Vous voyez, le symbole a sa place en philosophie. La métaphore, ça a sa place en philosophie. Pourquoi? Parce que ce sont des images qui sont dans un rapport de similitude. Attention, il ne faut pas croire qu'en saisissant l'image, on saisit le réel lui-même. On est d'accord. Mais malgré tout, ce rapport de similitude fait que l'image ne nous éloigne pas radicalement de la réalité. Alors, le simulacre, c'est autre chose. Puisque le simulacre ne renvoie pas à un objet dont il est l'image, le simulacre renvoie au désir qui l'habite et qui fait que je suis porté à croire en ce qui m'est proposé. Voilà le ressort de la sophistique. La soumission au désir. On comprend pourquoi le sophiste, en fait, cherche à persuader et pas à convaincre. Il fait appel au désir et pas à la raison. Vous voyez, c'est ça qui mobilise. C'est ça qui met en jeu. Bon. Alors maintenant qu'on a compris le ressort de la sophistique, on comprend notre montreur de marionnettes, je l'ai dit tout à l'heure, on comprend qu'il ressemble, c'est le sophiste au sans-tête. Vous voyez, puisque tout est dans l'image, tout est dans le simulacre. Il a l'air d'avoir le pouvoir, comme un tyran. Bon, c'est pas tout est... Alors il prépare la tyrannie, on l'a dit. Mais on croit, donc si on croit, il a déjà le pouvoir. Il invite à croire, mais en ce qu'on voit. Donc évidemment, puisqu'il nous tourne vers le simulacre. Donc c'est pas le religieux, mais enfin, il invite à croire. Comme un artiste, il produit des images. Alors ça, il sait faire. Mais des images habitées par nos désirs, alors que les artistes peuvent nous soumettre des images qui sont dans un rapport de similitude avec le réel, et pas avec nos désirs. Et c'est pas la même chose. Et surtout, si on le compare aux philosophes, alors là, on a affaire à deux attitudes absolument incompatibles. C'est absolument incompatible. Philosopher, c'est désirer la vérité. Donc c'est désirer l'accord de la pensée avec la réalité. La question n'est pas de produire des simulacres qui me permettent de conforter ou de me renforcer dans mes propres désirs. La question est de savoir dans quelle mesure je peux m'ouvrir à l'être pour accéder à la vérité. Et c'est là que la sophistique se prend les pieds dans le tapis. Parce que le sophiste qui vit dans ce monde de simulacres et qui nous dit que tout est relatif, que ça n'a aucune importance, que produire des simulacres, ça ne pose aucun problème, ni éthique, ni politique, ni rien du tout, puisque tout est relatif, ce sophiste affirme donc haut et fort que tout étant relatif, rien n'a de valeur. Rien, pas même la sophistique alors. Vous voyez, il est en train de nous dire qu'il est vrai, absolument, qu'il n'existe aucune vérité universelle. Il est en train de nous dire qu'il faut affirmer haut et fort qu'on ne peut rien affirmer. Autrement dit, si le sophiste était un tant soit peu cohérent, il n'aurait qu'une seule chose à faire. Si vraiment je me dis que le réel est instable, que tout est sensible, que la vérité n'a pas de valeur, que tout peut être dit, mais qu'en disant cela, je dis qu'on ne peut pas non plus dire que tout peut être dit, puisque je suis en train de m'auto-réfuter. Alors, en m'engageant dans cette voie, si je souhaitais une cohérence qui justifierait ma relation à l'autre, je n'aurais qu'une attitude à adopter, me taire. Le sophiste ne devrait faire qu'une chose, se taire. Voilà. C'est Socrate, hein. C'est-à-dire, écoute, tu me parles et tu me dis que la parole n'a aucune valeur. Ne me parle pas. Ne me dis rien. Accorde-toi d'abord avec toi-même. Ensuite, tu viendras vers moi, on discutera tous les deux, on va dialoguer, on va voir. Mais commence par t'accorder avec toi-même. Tu me parles pour me dire que la parole n'a aucune valeur. Donc tu ne dis rien. Et ça nous permet de conclure sur ce point, me semble-t-il. Si la vérité de la sophistique devait être le silence, ne rien dire, ça devrait être ça, ne dis rien, ce qui vraiment pour un sophiste est impossible. À l'inverse, la vérité de la philosophie, qui cherche à établir un discours vrai, donc qui cherche à établir un discours qui vaut en droit pour l'autre. La vérité de la philosophie est dans la parole. La philosophie est un art de la parole. C'est même pas d'abord des textes, c'est pas d'abord des livres. La philosophie, c'est d'abord une parole, raison pour laquelle Socrate n'a jamais écrit de livre. La philosophie est un enseignement oral, d'abord. Donc finalement, il n'y a qu'une parole qui mérite d'être entendue, c'est pas la parole du sophiste, c'est la parole du philosophe. Et je vous remercie de votre attention.